vous fait voyager au... Voilà donc bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes vendredi le 21 mars et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors le 21 mars, c'est une date importante, assez importante au Québec, même si ici au Québec elle est prise à la légère. D'ailleurs, très peu de considération et de suivi à notre avis, sinon une date d'anniversaire bidon, une manière de tourner une page comme beaucoup d'autres. Le 21 mars, cette date a été proclamée Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Vous le savez, chers auditeurs, chères auditrices, aussi bien que moi, le Québec est une société multiculturelle, riche par cette diversité, aux plusieurs origines d'ailleurs ont choisi de venir s'installer et vivre. Autrement dit, le Québec est une terre d'accueil depuis sa naissance. Alors, il faut le dire aussi, si le Québec s'en sort pas mal aujourd'hui, c'est bien grâce à cette contribution massive en richesse humaine qui a pris le risque de venir vivre et enrichir ce Québec tel qu'il est rendu présentement. Alors maintenant, pourquoi dire justement qu'une partie de cette population qui forme le Québec aujourd'hui avait pris un sale risque, je dis bien un sale risque, de venir replanter la racine sur le sol québécois, se déraciner volontairement d'un milieu pour venir replanter la racine dans un autre lieu. L'exercice n'est pas aussi facile que vous le pensez. Bref, pour éviter de rentrer justement dans une longue explication, alors je dirais tout simplement, ces individus ont choisi d'être des Québécois tout simplement. Et justement, les générations qui ont poussé sur ces racines peu solides, qui flottent un peu malgré tout dans l'incertitude, sont encore moins responsables, je dis bien moins responsables, et de plus en plus des victimes, malheureusement, du profilage racial, de l'inégalité, de l'injustice, et j'en passe. Alors voilà pourquoi, chères auditrices, chers auditeurs, je n'ai vraiment pas de mots pour ces jeunes et ces enfants qui naissent chaque instant sans connaître réellement leur histoire. Ils sont des pures victimes parce que ce choix, ou bien justement ce choix d'être québécois, il leur a été imposé par la force des choses. Alors le français, c'est leur langue maternelle, même s'ils présument qu'ils connaissent la langue d'origine de leurs parents, ils sont, qu'on le veut ou non, des vrais Québécois. Le problème, c'est le sentiment, je dis bien, le problème, c'est le sentiment du rejet qui les poursuit au quotidien, l'injustice à leur égard. Ces générations qui découlent de l'immigration sont étrangers ailleurs et doublement habités par ce sentiment du rejet chez soi. Alors, je pense réellement qu'il s'agit, je l'ai dit bien, de l'un des drames humains le plus impardonnable de ces 2 derniers siècles. Et quand je dis impardonnable, il ne s'agit nullement de la faute des parents qui ont immigré au Québec et encore moins l'erreur de ces enfants qui sont nés ici. Mais le blâme et tout le blâme est sur les gouvernements qui ont ouvert l'accès à cette immigration sans investir massivement dans l'éducation contre le racisme. Attention aussi à celles et ceux qui vont dire qu'il existe déjà des programmes d'éducation d'une telle discipline dans les écoles québécoises, mais il faut ajouter que cette manœuvre est totalement lancée dans le vide, faute d'une vraie volonté de changement de la part du gouvernement et de celles et ceux qui veillent sur l'application de cette commande. Alors, il ne s'agit nullement d'un programme de redressement de quoi que ce soit, mais de la vie de plusieurs générations en cours. Il s'agit de cette énergie vitale qui fait tourner la vie, justement, d'une société. Et je ne parle pas non plus, cette fois, de ces politiciens qui vont jusqu'à affirmer publiquement l'inexistence du racisme au Québec. Ils le font très peu par ignorance, sinon volontairement pour étouffer ce fait largement négligé qui s'échappe en ce moment à tout contrôle. Alors je dis bien, chères auditrices, chers auditeurs, et je signe, il s'agit d'un crime, d'un vrai crime, un crime contre ces générations qui se sont construites avec le sentiment de la peur et de la crainte du rejet de cette grande injustice du siècle. Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes tous, il faut le savoir aussi, nous sommes tous responsables par notre silence de ne pas dénoncer cette négligence de nos gouvernements, de ne pas se préoccuper d'un problème aussi alarmant que celui-ci. Vous avez certainement suivi le débat des chefs hier soir et vous avez remarqué que aucun des candidats n'a soulevé directement le problème de la justice au Québec, le problème du racisme, de l'inégalité.
Je dirais peut-être, sauf Madame Françoise David, qui a parlé en 2 mots de la quête d'un projet collectif qui rassemble tout le monde sur un pied d'égalité. Et ça ne veut pas dire non plus que j'adhère aux idées de Québec solidaire. Alors voilà, avec ça, je voulais juste mentionner que notre sujet de ce matin, il sera autour de cette question. Nous allons d'ailleurs tenter de rejoindre le président de la Ligue des Noirs, Monsieur Dan Philippe. Ensuite, peut-être Monsieur Fonimi, directeur du Centre de recherche sur les relations raciale. Et si nous aurons suffisamment de temps, nous questionnerons probablement à ce sujet Madame Khadija Darid du Centre du Maghreb, Espace Féminin Arabe. Voilà, dernière chose avant de se repérer vers ces horizons, j'aimerais faire un bref retour à cette manifestation internationale contre la brutalité policière, une manif qui a pas eu lieu finalement. D'ailleurs, nous ne sommes pas étonnés de la décision de SPVM de déclarer cette manif illégale. Une décision prise beaucoup plus longtemps avant cette journée du 15 mars, et nous espérons avoir la réaction de l'un de ces organisateurs de cette manifestation annuelle contre la brutalité policière, une manif organisée annuellement, bien sûr, par le COBP, collectif opposé contre la brutalité policière. Alors voilà, au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer l'Arabie du pouvoir. Au studio avec moi, Madame Viola Xavier, qui m'accompagnera au long de cette émission avec des précisions et de l'information en cas de nécessité. Alors voilà, chères auditrices, chers auditeurs, je vous invite de demeurer à l'écoute. Après notre thème musical, la réaction de la COBP face à l'avortement de la 18e journée contre la brutalité policière, puis un retour sur la question de ce matin, pourquoi la semaine du racisme au Québec? Restez à l'écoute. Formidable sur les problèmes de société, où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel basson la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison méritée, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands
grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un félouze. Voilà, donc bonjour, chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors, en ligne directement, j'ai avec moi François, donc c'est l'un des organisateurs de la COBP, les organisateurs de la manifestation contre la brutalité policière qui se tient chaque année le 15 mars. Bonjour François. Bonjour. Bonjour François. Oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Excusez-moi, François, c'est un problème technique. Alors, première question pour vous. Je pense que vous n'étiez pas surpris par cette décision de mettre fin très rapidement à cette manifestation du 15 mars, cette fois-là. Bon, c'est sûr qu'on n'était pas entièrement surpris parce que c'était pas mal ça que la police avait fait l'année passée. Ils nous avaient pas laissé manifester. Oui. Donc, c'est sûr qu'on espérait un peu que cette année, ils allaient peut-être nous laisser marcher. En tout cas, c'est ça qu'on espérait. On espérait être assez nombreux pour être en mesure de le faire, mais comme vous avez pu constater, en dedans de quelques minutes, la manifestation a été déclarée illégale, puis le SPVM qui a annoncé apparemment qu'il voulait qu'on se disperse alors qu'on était déjà encerclés avant même de prendre la rue. Oui, voilà, mais François, dis-moi maintenant, continuer de contester devant les tribunaux ce règlement municipal qui enlève justement finalement aux citoyens ce droit constitutionnel de manifester, oui, devient votre priorité première ou bien vous avez d'autres plans? Ben écoutez, c'est sûr que nous autres, notre mission à la base, c'est de dénoncer les abus policiers, l'impunité, puis de soutenir les victimes. Alors, on veut que ce soit ça on veut continuer à faire notre travail, mais évidemment, si on peut même plus dénoncer dans la rue, ben ça nous empêche une bonne partie de notre mission. Donc, c'est certain qu'il va y avoir des recours. On va contester les contraventions. On invite tout le monde qui ont été arrêtés à nous contacter pour qu'on puisse contester ensemble. Et c'est sûr que oui, la lutte pour le droit de manifester, apparemment au Québec, on est rendu à devoir lutter juste pour avoir le droit de lutter finalement. Mais François, apparemment cette fois, on peut même dire qu'il y avait plus de policiers que de manifestants. Est-ce que vous considérez ça comme de l'intimidation? C'est clair que d'avoir une armée de policiers présents avec la cavalerie, avec l'anti-émeute qui était là avant même qu'il se passe quoi que ce soit, des centaines de policiers, oui, c'est clairement de l'intimidation. Je pense que pour ça, il faut quand même reconnaître le courage des centaines de personnes qui se sont quand même présentées à la manifestation malgré les risques qu'ils savaient et malgré la campagne de peur qui a été menée par le SPVM. Et il faut savoir aussi qu'il y avait probablement quelques centaines de personnes qui étaient même pas dans la manifestation, c'est-à-dire qui se sont pas rendus au point de rendez-vous avant que ce soit encerclé. Donc, il y avait encore beaucoup de personnes qui étaient autour de la manifestation pendant l'encerclement. Alors, le nombre, c'était à peu près, vous avez un chiffre? Mais s'il y a 300 personnes qui ont été arrêtées environ, là, il parle de 288 tickets, je dirais qu'on était peut-être au moins 5 ou 600 personnes en tout si on compte les gens qui étaient aux alentours. Oui. Alors, cette année aussi, François, on a constaté que les médias, ils étaient encore plus avares d'informations à propos de cette manif. Est-ce que ça vous a affecté? Ben, nous autres, cette année, encore une fois, on avait annoncé qu'on ne ferait pas d'entrevue pour les médias de masse, parce qu'on sait que souvent, la seule question qui les intéresse, eux, c'est la violence, la question de la violence, et puis évidemment, ils parlent pas de violence policière, mais simplement de la soi-disant violence des manifestants. Oui. Donc, nous, on n'a pas de temps à perdre à aller leur accorder des entrevues, ou ce que c'est nous qui devons nous justifier. Puis, on sait que les médias de masse, mais la plupart du temps, ils s'intéressent à nous en moins de 24 heures, c'est-à-dire juste avant la manif et juste après. Puis si on les rappelle 2 jours plus tard, ils nous disent « Ah non, désolé, la nouvelle est passée, on n'est plus intéressé. » Donc, c'est sûr que ça nous surprend pas. C'est le travail des médias de masse, là, c'est de faire du sensationnalisme, puis souvent, ils font juste relayer le
message de la police. Par contre, quand même, cette année, c'est intéressant de voir qu'ils ont quand même pas pu ignorer le fait le point de rendez-vous était symbolique, c'est-à-dire à l'endroit où un sans-abri avait été menacé par un policier là, de l'attacher à un poteau pendant 1 heure alors qu'il faisait moins 30. Et ils ont même cité des parties de notre communiqué, ce qui est quand même assez rare qu'ils font. Mais évidemment, on préfère consacrer notre temps aux médias alternatifs, aux gens qui nous laissent parler comme vous. Merci. Justement, François, j'ai une question pour vous, une question que devaient se poser plusieurs citoyens, simples citoyens comme moi. Vu la menace claire que la police allait très clairement ou très probablement faire avorter la 18e marche annuelle contre l'oppression policière, nous demandons pourquoi avoir fait le choix de ne pas rendre l'itinéraire à la police qui les aurait empêchés de rendre cette marche-là illégale. Quelle était la motivation derrière ça? Premièrement, on pense que c'est pas le fait de donner l'itinéraire qui aurait empêché la police de rendre la manifestation illégale. Il faut savoir que le règlement P6, ça s'appelle le règlement sur la prévention des troubles à la paix et à l'ordre public. Donc, l'itinéraire, c'est juste un des articles de P6, mais ça permet aussi à la police d'arrêter n'importe quelle manif s'ils jugent qu'elle met en danger la paix publique. Donc, par le passé, c'est juste depuis 2012, depuis mai 2012, qu'il y a le trajet qui est inclus dans l'obligation de révéler le trajet qui est inclus dans P6, mais avant ça, la police a utilisé P6 pas mal à chaque 15 mars depuis 2008 pour faire des arrestations de masse. Donc, le fait de donner le trajet, ça n'aurait pas garanti que la police nous laisse prendre la rue. Et deuxièmement, comme on disait dans notre communiqué, on refuse de laisser la police avoir le dernier mot pour décider qui a le droit de manifester ou non. Il y a environ 80 organisations communautaires et militantes qui boycottent, qui font une campagne pour s'opposer, ne pas se soumettre au règlement P6. Alors, notre manifestation, c'est sûr que on n'aurait pas voulu être les premiers à céder à la peur et à se plier aux règles que la police veut nous imposer. Alors François, oui, vous gardez toujours votre position, ça veut dire que vous n'avez pas révélé le trajet depuis 18 ans, vous n'allez pas le faire aujourd'hui. Et même si vous allez le faire, ils vont vous trouver d'autres tracas pour vous arrêter, de toute façon, pour avorter cette manifestation. C'est exact. C'est ça, puis ce que ça fait ressortir aussi, le fait qu'ils appliquent P6 avec autant d'enthousiasme dans notre cas, mais c'est qu'il y a plusieurs, des dizaines d'autres manifestations qui se tiennent où les groupes décident de ne pas donner le trajet, mais pourtant, eux ont le droit de manifester. Donc, ça fait ressortir clairement l'arbitraire, puis ce que c'est un choix délibéré de la police de ne pas nous laisser manifester à cause de la cause qu'on défend. Dernière question, François. Est-ce que pensez-vous qu'il y aura vraiment un jour où on aura des centaines et des milliers de personnes qui sont cette peur-là, hors de cette peur-là, ils vont sortir dans la rue pour vraiment dénoncer cette brutalité policière? Écoutez, on l'a vu en 2012, surtout avec l'opposition à la loi spéciale. Là, il y en a il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue pour les manifs les 22 du mois, puis que les casseroles, c'était des milliers de personnes aussi qui sont sorties dans la rue malgré les risques là, auxquels le monde s'exposait. Donc, je pense que c'est une question aussi que les gens comprennent que P6 est au moins aussi grave que la loi spéciale l'était. Mais aussi, c'est sûr, on va continuer la lutte, puis on espère que les gens vont oser prendre la rue et venir avec nous. C'est sûr l'année prochaine, on souhaite manifester, alors on va sûrement d'ici là penser à des stratégies pour que les gens aient moins peur et pour qu'on ait la chance de manifester. Mais c'est ça. En attendant, la lutte continue, puis justement, on organise un prochain rassemblement pour le droit de manifester, justement. Ça va être le 22 avril prochain à 4h devant la Cour municipale de Montréal, au métro Champ-de-Mars. Et c'est parce qu'il y a le jugement dans la cause des arrêtés du 15 mars 2011 qui, eux, avaient eu le ticket de l'article 500.1 du Code de la sécurité routière, qui est aussi un ticket de 500 $ environ, qui dit qu'on n'a pas le droit d'entraver la circulation routière. Voilà donc, François, juste pour vous dire merci, bravo et bon courage et bonne continuité. Et à la prochaine. Merci bien. À la prochaine. Merci. Au revoir. Oui. Alors,
Alors voilà, chers autrices, chers auditeurs, c'était Françoise, donc c'était un des organisateurs de COBP. C'est contre l'avortement de cette dernière manifestation du 15 mars contre la brutalité policière. Maintenant, je passe directement avec ma collègue ici. Alors, on parle aujourd'hui, Madame Xavier, on parle aujourd'hui de la semaine de l'action contre le racisme. Est-ce qu'avez-vous des chiffres aujourd'hui avec vous? Donc, pour parler de la semaine d'action contre le racisme, nous allons souligner le problème du profilage racial. Donc, il semblerait que le phénomène des gangs de rue expliquerait en grande partie le stigma social dont sont victimes les Noirs des arrondissements de Saint-Michel et de Montréal-Nord, entre autres. Par extension, nous pouvons inclure les jeunes latinos et arabes qui forment le deuxième groupe et le troisième groupe ciblés par des interventions policières démesurées. Mais jusqu'à quel point une si forte présence policière dans ces arrondissements peut-elle être justifiée? Tout d'abord, laissez-moi vous dire que pour avoir habité à Montréal-Nord et avoir fréquenté à quelques reprises le quartier Saint-Michel, la réputation dangereuse qui est faite à ce quartier, c'est surfaite et ne représente pas la réalité. Il y a d'ailleurs un quartier dont le taux de criminalité est plus élevé qu'à Montréal-Nord, mais on n'en parle pas aussi souvent dans les médias traditionnels. Il s'agit de l'arrondissement de Hochelaga-Maisonneuve où plus de 80% de la population est blanche, 66% de la population totale est d'origine québécoise. On peut donc tirer cette conclusion. Il semblerait que les médias ont eux-mêmes recours au profilage racial et perpétuent ce phénomène en représentant plus défavorablement les quartiers dont la population est majoritairement immigrante ou issue de parents immigrants. Pour ceux qui seraient tentés de dire que cette impression est injustifiée et exagérée, nous vous rappellerons quelques statistiques. De 2001 à 2007, les contrôles d'identité des personnes noires a augmenté de 126% à Montréal-Nord et 91% à Saint-Michel selon un rapport interne de la SPVM. Toujours durant cette même période, 40% des jeunes hommes noirs ont été soumis à un contrôle d'identité contre seulement 5 à 6% des Blancs. Le rapport indique clairement que l'augmentation des contrôles d'identité touche uniquement les personnes d'origine haïtienne, jamaïcaine ou africaine. Les Blancs, les Hispaniques et autres groupes ethniques n'ont pas connu cette augmentation. La majorité de ces contrôles ne débouchent sur aucune infraction ou lien quelconque avec les gangs de rue. Donc, pour vous donner une perspective claire, les Noirs, qui représentent 7% de la population de Montréal, constituent 30% des contrôles d'identité de la police. Sur 1 800 000 habitants de l'île de Montréal, 126 000 personnes sont des Noirs. Donc, c'est les chiffres que nous avons pour les gangs de rue. C'est une vingtaine de gangs majeurs réunissant entre 400 à 500 membres et une trentaine de gangs émergents qui peuvent se dissoudre en un an pour laisser de la place à d'autres. Donc, si on cherchait à utiliser le phénomène des gangs de rue pour justifier, excuser ou du moins expliquer l'ampleur du profilage racial et de la discrimination, ces chiffres nous dissuadent de le faire. Donc, il n'y a aucune logique pour expliquer cela. Il y a un seul mot, c'est le racisme. C'est le racisme, bravo. Alors, c'est bien dit, donc je passe directement avec Monsieur Dan-Philippe. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Dan-Philippe. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Peut-être avant même de parler directement de cette semaine du racisme au Québec, j'aimerais bien vous demander, suite à nos observations, que lors de la manifestation annuelle contre la brutalité policière qui se tient chaque 15 du mars, on a observé qu'il y a très peu ou presque pas de participants de race noire. Est-ce que pour vous, les Noirs ne sont plus concernés par cette brutalité? Nous sommes concernés. Au début, j'étais impliqué avec cette marche-là, mais ce qui s'est passé, c'est des fois qu'il y a eu toutes sortes de problèmes dans cette marche, et ensuite nous avons désisté de participer. Mais nous sommes conscients des problématiques de la communauté noire, et ça nous concerne, et c'est pour cette raison, aujourd'hui, nous invitons les gens de regarder de l'ensemble des situations des communautés noires ici au Québec et Canada. Oui, mais pour vous, monsieur Dan-Philippe, quand vous parlez de racisme, on parle vraiment, je sais que vous avez une assemblée générale aujourd'hui concernant cette semaine-là. Est-ce que d'abord vous informez, vous confirmez, vous affirmez comme quoi il existe bel et bien le racisme au Québec? Absolument, absolument. Oui. Nous avons des profilages raciaux. Nous avons également des gens qui déposaient des plaintes constamment. Et ensuite, nous sommes engagés à voir comment on peut apporter des changements. Mais si dit-on que les gens qui sont responsables ne veulent pas bouger, c'est difficile pour nous pour obtenir des solutions. Vous savez ce qui s'est passé dans les cas des
Villanueva, dans le cas de Guilhem Régis et tous ces gens-là, il n'y a pas d'ouverture quand il a eu des problèmes de racisme ou des profilages raciaux dans cette société. Nous devons constamment, dit-on, appeler les gens qui sont au pouvoir et ils doivent faire quelque chose pour améliorer la situation de notre communauté dans cette société. Mais Monsieur Monsieur Dan Philippe, vous êtes un acteur de terrain. La question, est-ce que pendant plusieurs années, justement, est-ce que pour vous, il y a une dégradation ou il y a une évolution ou il y a dans ce problème-là? À un certain point que nous avons fait des chemins, mais en même temps, nous avons des difficultés, des dégradations dans la situation également. Nous avons, dit-on, presque 30 ans, nous demandons des enquêtes indépendantes et jusqu'à présent, c'est la même situation. Vous savez, dernièrement, il y a les jeunes Magra qui étaient tués et ensuite ils ont dit qu'ils vont faire une enquête indépendante. Et pour nous, l'enquête indépendante, c'est juste poudre aux yeux maintenant, parce que enquête indépendante, c'est contrôlé par des policiers, contrôlé par la ville de Montréal, et ensuite c'est difficile pour nous. Mais M. Dan Philippe, vous accusez directement le gouvernement d'être derrière d'être négligent plutôt. Non, mais à un certain point, quand il s'agit des enquêtes, la fraternité des policiers a bloqué les enquêtes et également l'administration de la ville a bloqué les rapports des enquêtes. Ce n'est pas des accusations, c'est des faits comme tels. Exactement. Monsieur Philippe, vous êtes président de la Ligue des Noirs du Québec depuis 1980. Donc, les injustices, vous en avez vu et c'est certainement pour ça que vous êtes impliqué dans cette lutte depuis tant de décennies. Donc, moi, ma question, ce serait, que pensez-vous de l'escouade Eclipse, de la SPVM, qui dit avoir été créée pour réprimer ou du moins annuler le problème des gangs de rue à Montréal-Nord et à Saint-Michel? Est-ce que vous trouvez que jusqu'ici, ils ont accompli leur mission? Moi, maintenant, je suis directeur, mais dans ce cas-là, je dirais que c'est des équipes qui visaient la communauté noire, les jeunes de la communauté, qui commis toutes sortes d'abus et nous n'avons pas eu accès à savoir comment cette équipe était organisée. Et il y a une équipe qui parle des... j'ai oublié son nom là maintenant, mais c'était une équipe qui a visé les gens de la communauté, des partout, particulièrement au milieu des pauvres, et ensuite c'était même difficile à savoir qui était responsable pour cette équipe-là, parce que nous n'avons pas été capables à trouver des informations. Oui, M. Dan Philippe, pouvez-vous au moins nous dévoiler quelques points de votre plan d'action? Notre plan d'action actuellement, on ne peut pas. Nous demandons les gens de la communauté de s'impliquer parce que nous devons s'impliquer pour essayer à trouver des solutions. Nous ne pouvons pas toujours demander des gens au pouvoir pour trouver des solutions pour nous. Ça c'est dit que c'est pour cette raison nous avons cette conférence de discussion pour informer les gens des démarches que nous pouvons faire, comment nous pouvons réunir ensemble et ensuite pour être capable à trouver la justice, parce que nous sommes
sommes une société basée sous la justice comme telle. Comment on peut obtenir la justice? Accès à la justice, c'est important pour nous. Si nous ne pouvons pas obtenir accès à la justice, autrement dit, notre citoyenneté, ce n'est pas, n'a pas de valeur, quoi. Tout à fait. Monsieur Danphilippe, maintenant, vous avez milité pendant très très longtemps. Est-ce que, selon vous, il y a de la relève? Ah oui, nous avons des jeunes qui sont là, nous aidons des jeunes de s'impliquer et ensuite, parce qu'on doit avoir des changements. Nous sommes en train à mettre des jeunes pour prendre la responsabilité de la Ligue, parce que c'est important pour nous la continuité et les sensibilisations pour être capable à faire les suivis, quoi. Exactement, parce que le mot sensibilisation, c'est un mot clé. Alors la semaine d'action contre le racisme, pour vous, vous allez la vivre comment? Oui, comme j'ai dit, la conférence a informé les gens des différentes problématiques. Comme vous savez, en Afrique du Sud, en 1960, les problèmes des Noirs, comment ils ont été battus et tout ça. C'est la raison pourquoi nous avons cette journée ou semaine pour sensibiliser, informer les gens. Et ensuite, pour les gens, être au courant quelle sorte de mesures que nous pouvons prendre pour éviter cette situation-là. Monsieur Danphilippe, y a-t-il un mot d'espoir qu'on peut entendre de vous ce matin? L'espoir, c'est la vie comme telle. Exact. Si nous perdons l'espoir, nous perdons la vie. Un grand merci, Monsieur Danphilippe. Merci pour votre intervention et bon courage. C'est moi qui dois vous remercier. Merci, monsieur. Alors voilà, chers auditrices, chers auditeurs, c'était Danphilippe, il est président, directeur désormais de la Ligue des Noirs du Québec. La Ligue des Noirs du Québec, qui a répondu à nos questions. Donc restez à l'écoute. Après une pause musicale, on va revenir avec un autre témoin de la scène. Merci. J'ai roulé 400 000 sous un ciel fâché, aux limites de la ville. Mon cœur a clenché, les gros flashs apparaissent dans mon âme égarée. Les fantômes se dressent à chaque pouce carré. Revenir d'exil comporte des risques, comme rentrer un aiguille dans un vieux disque. Ouais, ben, y a eu ben du progrès, ben de l'asphalte, ainsi de suite. Je me demande qui je serais si je t'ai resté ici. Une peine imbuvable, à qui la faute? J'étais juste plus capable de l'avoir avec un autre, mais c'est tout oublié. Je suis redevenu un homme, le petit cœur pomponné, sans mieux voir ses vieux chums. Salut les Apaches, salut les crottés, vous me trouvez le stash, moi je paye le party. J'entends la fonderie qui roche, pour ceux qui le savent pas. On y brûle la roche et des tonnes de bons gars, les grandes cheminées éternelles comme l'enfer. Quand le gaz m'a pogné, je suis venu tout à l'envers. Entendez-vous la rumeur, la loi de la compagnie? Il faudra que tu meures si tu veux vivre, mon ami.
J'ai passé mon petit change dans le trou du... Bon, alors bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors, notre sujet aujourd'hui, il est autour de la semaine d'action contre le racisme, et j'ai en direct avec moi Madame Khadija Darid, elle est de l'espace féminine arabe du Québec. Bonjour Madame Darid. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très très bien. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors vous savez, nous sommes c'est la semaine d'action contre le racisme. Nous avons discuté avec Monsieur Dan Philippe de la Ligue des Noirs, et c'est pas juste les Noirs qui sont face à ce problème-là. Il y a les Arabes aussi, hein. Oui, tout à fait. On est la cible en ce moment. On vous dépasse, les Noirs. On les dépasse, les Noirs. Bien dit aussi. Alors, est-ce que vous avez, Madame Darid, est-ce que vous avez déjà préparé quoi que ce soit pour cette semaine d'action? Écoutez, en ce moment, nous, ce que nous préparons, en fait, c'est notre gala annuel qui, au lieu de dénoncer les attitudes, les propos par rapport aux femmes arabes et plus spécifiquement les femmes voilées, ce que nous faisons, c'est un grand gala qui réunit les femmes arabes qui ont réussi dans différents domaines de la société et qui ont apporté beaucoup à la société d'accueil. Donc, par exemple, nous avons des femmes entrepreneurs qui ont créé de l'emploi. Nous avons des scientifiques qui ont fait des découvertes ou qui font avancer certaines technologies ou dans le domaine des sciences. Nous avons aussi une catégorie de grandes bénévoles, des femmes qui s'impliquent bénévolement de façon dévouée, courageuse, pour participer au meilleur être dans certaines causes qui leur touchent à cœur. Donc, c'est de cette façon, nous, que nous préférons riposter, si vous voulez, à des attitudes discriminatoires. Surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, comme vous le savez, avec la charte. C'est ça. Ce sont essentiellement les femmes musulmanes qui sont visées par cette charte. Donc, c'est sûr que nous sommes sur le terrain à écouter un petit peu ce qui se passe, à regarder ce qui se fait et à essayer de répondre. J'ai toujours eu énormément de difficultés avec le terme racisme. C'est un terme que j'ai toujours eu de la difficulté avec. Peut-être que j'ai de la difficulté à imaginer qu'on puisse vivre ça au Québec. Ne pas aimer une autre race. J'ai de la difficulté à imaginer d'autres races que la race humaine. Donc j'ai un peu de difficulté avec ce terme. Je parle plus de méconnaissance de gens qui ont peur, qui s'inquiètent de coutumes qui viennent d'ailleurs, qu'ils ne comprennent pas. Et c'est le cas, comme nous le savons avec ce qui se passe aujourd'hui, avec la charte qui est produite par un parti de gauche, très étonnamment. En fait, on n'a pas... La seule chose que nous reprochons à cette charte, parce que nous sommes pour l'égalité hommes-femmes, nous sommes pour la laïcité de l'État et de ses appareils, mais ce que nous lui reprochons, c'est d'interdire le port de signes ostentatoires à des gens profondément religieux, croyants et qui pratiquent leur religion. Madame Darid, votre organisme existe depuis environ une dizaine d'années. Quels sont, selon vous, les obstacles que les femmes arabes rentrant au Québec peuvent rencontrer dans leur société d'accueil, selon vous? Eh bien, le premier obstacle, c'est essentiellement l'emploi. Je pense que vous savez que déjà les femmes sont discriminées à ce point de vue-là. Les hommes ont toujours été mieux payés, ont toujours occupé le meilleur poste. Mais en plus, être immigrante, musulmane, voilée, ben là, ça diminue fortement vos chances, n'est-ce pas? Donc, et ça diminue les chances également à l'égalité. Comment prétendre à l'égalité homme-femme quand, au niveau du travail, le gagne-pain, la première partie qui permet l'intégration des hommes et des femmes, comment ne pas
rendre plus accessible l'emploi à ces femmes. Vous savez qu'actuellement, la communauté maghrébine a 33% de chômage au Québec, ce qui est énorme, et que ce sont des chiffres qu'on ne retrouve pas ailleurs au Canada. C'est juste au Québec que ça se passe de cette façon. Donc il y a un grave problème à ce niveau-là, et ça, c'est la première violence faite aux femmes. C'est le premier acte contre ces femmes-là qui est porté, à mon avis. Donc c'est le principal problème pour lequel on est sollicité, c'est l'employabilité des femmes. Mais Madame Darid, j'imagine que vous l'avez bien dit, vous êtes bien outillée pour faire face. Et j'aimerais bien, parce que dernièrement, mardi passé, je pense, oui, c'est Madame Hillary Clinton qui est passée ici, en passage ici à Montréal, disait que, elle lance un message, elle dit que, mesdames, si vous voulez faire votre place dans le milieu des affaires et en politique, vous devrez prendre votre courage à deux mains et ne pas craindre l'échec. Est-ce que vous avez besoin... C'est vrai que les femmes sont plus perfectionnistes. Les femmes ont une estime d'elles-mêmes moindre que celle des hommes. Les hommes, ils vont avec beaucoup d'assurance. Mais c'est aussi la société qui a voulu ça. Exact. C'est la société qui a donné les premières places aux hommes. Donc les femmes, c'est sûr, sont plus craintives, ont peur de ne pas être à la hauteur. Et c'est un obstacle majeur. Et Madame Hillary Clinton l'a bien expliqué. Il ne faut pas avoir peur et qu'il faut avancer. Mais bon, c'est bien facile à dire pour Madame Clinton, n'est-ce pas? Mais c'est pas facile à tous les jours. C'est en tant que société que nous pouvons faire avancer ces choses-là. La façon dont nous éduquons nos filles et nos garçons. Vous savez, tout simplement, quand on a des filles et des garçons à la maison, c'est de les traiter de façon équitable, ne pas donner certaines tâches aux garçons, certaines autres tâches aux filles, c'est à la base de leur développement et de leur confiance en soi. Donc, Madame Darid, et puis les femmes peuvent créer de la richesse, effectivement. Et nous le constatons, nous, avec notre activité, où nous sommes continuellement à la recherche de femmes qui ont performé dans leur domaine, et nous le voyons, elles sont capables de produire de la richesse, elles sont capables d'occuper des postes importants, et c'est ce que nous prônons, et c'est ce que nous espérons que la société, que les individus vont retenir des femmes en général et des femmes arabes en particulier, et encore plus en particulier les musulmanes. Oui. Madame Darid, vous considérez-vous comme une féministe, et si oui, est-ce que cette charte qui viserait la laïcité et l'égalité entre les hommes et les femmes accomplirait sa mission si elle est votée telle qu'elle est décrite actuellement par le PQ? Pardon. Je pense que la charte telle qu'elle est proposée par le PQ aujourd'hui est acceptable. Oui, tout à fait. Je veux dire, comme elle vise la laïcité, et l'égalité. Je n'ai rien contre la laïcité de l'État. Je me répète, je n'ai rien contre l'égalité. Au contraire, je suis une féministe activiste. Au contraire, je prône l'égalité des hommes et des femmes. Je prône la laïcité de l'État. Moi-même, personnellement, je ne porte pas le voile. J'aime pas tellement le voile, mais je me battrai jusqu'au bout pour que les femmes qui veulent le porter aient cette liberté. Ça leur appartient. Et je travaille avec beaucoup de femmes qui sont voilées, et vous seriez étonnés de leur force de caractère, de leur détermination dans la vie, de leur détermination dans le travail, comme mère, comme épouse, comme vous seriez vraiment surprise. Et c'est ça qui m'affecte moi énormément. C'est cette incompréhension de femmes qui ne font que respecter leur religion. Vous savez, moi j'ai des filles qui vont, si vous connaissez peut-être, Villa Sainte-Marceline, qui est une école tenue par des sœurs. Oui. Et ça me dérange que c'est des sœurs qui sont avec leur robe grise, leur petite voilette blanche sur la tête, leur voile, carrément, sur la tête. Ça ne me dérange pas. Et je crains malheureusement qu'au Québec, il y ait un problème d'identité, mais chez les Québécois, pas chez les gens qui arrivent. Moi, je n'ai aucun problème à ce
que mes enfants aillent chez des amis juifs très pratiquants, et nous le faisons, nous avons des amis, qu'ils aillent à l'école avec des professeurs voilés, ça ne me dérange pas parce que nous avons notre identité propre en tant que famille et ça ne m'affecte pas et je n'ai pas peur que ça affecte mes enfants, bien au contraire, je veux qu'ils comprennent qu'il existe d'autres façons de faire que la nôtre. Mais vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important, Madame Darid, en indiquant que par exemple les femmes voilées, si elles sont bonnes sœurs, il n'y a pas de problème là-dedans puisque ça fait partie de la culture québécoise ancestrale. Oui, tout à fait. Mais si elles arrivent d'une autre culture récente, ça cause problème. Oui, tout à fait. À l'Assemblée nationale, pardon. Oui. Vas-y. Mais Madame Darid, nous sommes toujours, nous sommes le début de la semaine, justement la semaine qui traite de l'action contre le racisme. Ces femmes-là qui vous écoutent ce matin et puis qui se sont un petit peu marginalisées, ils se sont un petit peu tout seuls. Avez-vous un mot à leur dire pour les encourager, pour leur dire il faut pas baisser les bras, il faut continuer le combat? Non, je ne pense pas que les femmes puissent se sentir seules. Il y a quand même un tollé quasi général à travers tout le Canada même qui s'est élevé contre ces chartes. Et on s'entend tous que personne ne reproche, on ne peut pas être plus royaliste que le roi, personne ne reproche à cette charte de prôner la liberté, l'égalité homme-femme ou la laïcité de l'État. Tout le monde est bien d'accord avec ça, même au niveau des accommodements raisonnables. Moi, je suis bien d'accord que non, si tu veux faire ta prière, va la faire chez toi. Ne la fais pas sur ton lieu de travail. Ne va pas utiliser les lavabos ou d'exiger des choses. On n'a pas de problème avec ça. Le problème, c'est d'empêcher les gens de vivre leur religion. Mettre un foulard, c'est pas quelque chose qu'on enlève en rentrant au travail et qu'on remet en sortant du travail. Ça fait partie intégrante de la personne. C'est une atteinte à l'intégrité. Et je pense que les femmes n'ont pas à se sentir seules. Il y a eu un tollé général par rapport à ça. Et même au niveau des élections en ce moment, d'après les sondages, bien que les sondages des fois ne veulent rien dire, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas avec cette charte. Exact. Et elles ne sont pas seules. Et on se défendra contre cette interdiction si jamais ça arrive, ce qui me semble très peu probable parce que vu le nombre de femmes voilées qui travaillent dans les hôpitaux, les garderies, etc., les universités... C'est un vrai obstacle, oui, tout à fait. Elles ne vont pas enlever leur voile pour une job. Elles ont fait le grand saut de leur pays d'origine jusqu'ici sur une autre planète. Je pense qu'elles sont capables d'aller ailleurs, se chercher du travail et une vie libre de toute contrainte politique. Madame Khadija Darid, c'est le combat de ces femmes-là. Maintenant, deux mots pour cette fin. Est-ce qu'on peut avoir un mot d'encouragement, un mot d'espoir de votre part? Allez voter. Voilà, c'est très bien dit. Très bien, oui. Merci beaucoup, Madame Darid. Merci à vous et puis bravo pour votre beau travail. Merci, Madame. Alors, c'était Madame Khadija Darid, elle est de l'espace féminin arabe du Québec. Donc, on va juste faire une petite pause musicale et on va continuer avec nos témoins.
Voilà, donc bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine, le Québec. Alors, on continue toujours de parler de la semaine d'action contre le racisme et j'ai avec moi Monsieur Fonoumi. Bonjour Monsieur Fonoumi. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Donc, nous sommes la semaine d'action contre le racisme. Quelle est votre réaction ce matin? Pour la Journée internationale de lutte contre la discrimination raciale, c'est toujours une occasion très importante pour deux raisons. D'une part, pour faire l'état de la situation, pour savoir où est-ce qu'on en est, et en même temps d'examiner un peu où est-ce qu'on s'en va et quelles sont les priorités, quelles sont les conditions qui se présentent actuellement et dans l'avenir, qui exigent peut-être davantage la vigilance et des actions plus efficaces, quoi. Donc c'est toujours un moment de recul et puis d'examen et puis possiblement d'action après. Monsieur Fonoumi, vous êtes un acteur important sur la scène. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner ce matin? Écoutez, les chiffres, c'est toujours très difficile d'obtenir, à part du nombre de plaintes que nous avons, disons à la Commission des droits de la personne, tant au niveau canadien qu'au niveau québécois. Les plaintes de discrimination fondées sur la race et l'origine ethnique se situent toujours parmi les trois premiers types de plaintes les plus importants reçus auprès de ces organismes. Mais il faut toujours faire attention avec les données de ce type parce que il y a tellement de discrimination. Il y a beaucoup de gens qui se sentent discriminés ou qui sont discriminés et qui ne portent pas de plainte parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits ou parce qu'ils n'ont plus de confiance à l'égard du système de protection des droits de la personne parce que c'est trop lent, c'est trop inefficace, ainsi de suite. Donc on perçoit des gens qui vivent dans l'ombre avec ce problème de discrimination raciale. Mais quelques données sont quand même importantes. Si on regarde la représentation des communautés ethnoculturelles dans la fonction publique québécoise, oui. On est actuellement à moins de 8% pour l'ensemble des effectifs dans la fonction publique du Québec. Et ça, je crois en soi, ça démontre année après année qu'il y a toujours des problèmes de représentation, c'est-à-dire des obstacles à l'embauche, l'obstacle à l'emploi et l'obstacle à l'avancement au sein du système. Ce sont ce type de discrimination de plus en plus qu'on appelle la discrimination systémique sur lequel je crois qu'on doit avoir un regard beaucoup plus critique. Monsieur Fonoumi, selon vous, le gouvernement, il fait peu ou pas assez? Il y a un peu de deux, trois choses. Je crois qu'il y a un certain manque d'intérêt, un certain laisser pour compte d'une attitude, d'une pratique. Par exemple, nous avons beaucoup plus besoin de ressources pour traiter plus efficacement, plus rapidement les plaintes de discrimination dans l'ensemble des cas de discrimination. Et toutes les commissions des droits de la personne au pays, au Canada, disent toujours qu'ils n'ont jamais suffisamment de ressources pour faire le travail correctement. Il y a aussi le fait que je crois que tout le monde au Québec parle ou des effets très négatifs de la charte de le projet de loi 60, soi-disant la charte des valeurs, oui. Qui constitue une action gouvernementale qui, malgré l'intention, produisent des effets assez négatifs sur plusieurs groupes de la population et c'est là-dessus qu'on parle des actions qui créent de la discrimination. Oui, depuis, M. Fonoumi, justement la déclaration de cette charte, est-ce que les plaintes ils sont augmentées dans vos bureaux ou non? On a beaucoup de personnes d'origine arabe qui appellent, qui parlent de problèmes qu'ils vivent dans leur travail, dans leur quartier, dans l'éducation, mais ça n'aboutit pas à des plaintes réelles, concrètes, parce que les gens ont peur, les gens ne voient pas l'utilité d'aller plus loin, et les gens sont découragés aussi par le délai et qu'on appelle les problèmes d'accès à la justice ici. Oui. Et nous avons des cas où des personnes qui sont, disons, démunies sur le plan économique et qui sont laissées un peu pour compte, même par la Commission des droits de la personne, pour aller seuls à leurs frais devant, par exemple, le tribunal des droits de la personne. Donc, vous savez que ce genre d'action de défendre ses droits peut coûter 5 à 10 000 $ facilement. Oui. Laisser les gens aller toutes seules, surtout quand quelqu'un qui est sur l'aide sociale, imaginez un peu les conséquences. Donc, vous voyez, c'est un peu ça la situation auquel on fait face. Ce Fonoumi, vos services sont gratuits, j'imagine? Non, tout dépend de la capacité de payer. Si les gens ne sont
on a beaucoup de gens qui sont sur l'aide sociale, qui viennent de perdre leur emploi, tout ça. Certainement, on doit les aider sans frais, mais on a toujours des frais parce que de plus en plus, vous savez, les gouvernements réduisent l'aide aux ONG pour ce genre d'action de défense des droits, surtout qu'on appelle les services de cas par cas, les services directs. Donc, il faut trouver de moyens pour subvenir à ces besoins. Monsieur Fonémy, vous faites partie de l'administration du CRAR, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, Concertation contre le racisme, action des relations raciales. Oui, donc pouvez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi consiste votre organisme plus précisément? C'est un organisme qui est là pour aider, entre autres, les personnes qui se sentent victimes de discrimination. Je dois préciser que c'est pas nécessairement toujours la discrimination raciale, parce qu'il y a des gens qui peuvent être issus de minorités ethniques ou raciales, mais qui viennent avec des problèmes de discrimination fondés comme sur la condition sociale, sur le handicap. Donc, on porte de l'aide, on leur fournit de l'aide, de l'assistance, on les accompagne, on les aide à faire affaire avec, comme les commissions des normes du travail, ainsi de suite. Ça veut dire toute la bureaucratie gouvernementale, et dépendamment aussi de leurs moyens, nos avocats sont là pour les représenter soit dans la défense criminelle ou dans les poursuites civiles, s'ils ont le moyen d'aller plus loin avec leur recours. Oui, Monsieur Fonémy, peut-être pour la dernière intervention, vous œuvrez depuis des années pour cette cause-là. Pour les gens qui vous écoutent ce matin, est-ce qu'il y a-t-il un espoir que les choses vont se redresser à fur et à mesure? Oui, il faut toujours avoir espoir parce que c'est la nature de l'être humain qui exige un certain optimisme, disons, abondant et récurrent et sans compromis. Il y a toujours du progrès, mais parfois il y a du progrès, il y a du recul. Donc il faut toujours être prêt pour accepter. Parfois on perd, parfois on gagne. Mais je crois que ce qui est essentiel, c'est qu'il ne faut jamais abandonner ces principes de droit à la personne et aussi de ce dévouement à la cause ultime, qui est l'accès à la justice pour les contribuables, pour les justiciables. Je crois que l'objectif d'accès à la justice est un fondement de notre démocratie. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit toujours vigilant, parce que l'accès à la justice, c'est non seulement économique, mais aussi social, et c'est aussi politique et juridique. Il ne faut pas, ce que je crois qu'en cette journée internationale contre la discrimination raciale, il ne faut pas oublier le fait que, au-delà de toute discrimination, il y a au fond de la question de l'égalité et de la dignité de l'être humain. Voilà, donc merci beaucoup. L'égalité et la dignité de l'être humain, c'était le mot fin, justement. Alors, on vous dit un grand merci, Monsieur Fonémy, et bon courage et bonne continuité. Oui, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors voilà, chères auditrices, chers auditeurs, donc c'était Monsieur Fonémy, directeur du Centre de recherche sur les relations raciales. Peut-être ma collègue, elle veut dire un mot avant la fin de cette émission. Oui, donc dans le cas de la clôture de l'émission, nous vous invitons à visiter notre site internet, c'est-à-dire www.mage-québec.com, Mage comme dans Mouvement Action Justice. Vous pouvez nous suivre sur facebook.com/Mage Québec, et sur Twitter encore à Mage Québec. Alors voilà, surtout sur ça, donc on arrive à la fin de notre émission. Donc j'aimerais bien remercier François, membre organisateur de COBP, la collective opposée à la brutalité policière. Je remercie aussi Monsieur Dan Philippe, qui est président de la Ligue, directeur de la Ligue des Noirs. Je remercie aussi Monsieur Fonémy, qui est du Centre de recherche sur la relation raciale. Et finalement, je remercie aussi Madame Khadija Darid, qui est de l'espace féminine arabe de Québec. Je remercie aussi ma copine, ma collègue, d'avoir participé à cette émission, m'aider. Je remercie aussi Monsieur Mégaël d'avoir veillé sur le son. Et merci à Radio Centre-Ville de nous avoir cédé cet espace pour que la parole de l'autre existe. À vous, chers auditrices, chers auditeurs, je vous dis à vendredi prochain. C'est une émission formidable sur les problèmes de société, où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées.
mettre à table, à condition d'être masqué. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité.